Bonjour à tous. Avant tout, je désire remercier l'association Notre Italie en la personne de Stefania Graziano qui m'a invité à contribuer à ce meeting qui célèbre la journée européenne du patrimoine et en particulier qui considère l'aspect du paysage. Le titre officiel de la présentation est celui que vous voyez ici, l'évolution des paysages dans la zone de l'ancienne Caulogne en Calabre. Mais je voudrais vous proposer un titre un peu plus accrocheur qui correspond à une question: de quel paysage jouissaient les Grecs de Caulogne? Donc, c'est une question qui exprime bien la curiosité qui est à la base de cette recherche, mais de toutes les recherches. Une autre précisation, la présentation est à mon nom, mais les résultats que je vous propose, que je vous présente, dérivent d'une recherche multidisciplinaire. Donc, plusieurs chercheurs ont contribué à obtenir ces résultats. Et pour tous entre eux, je voudrais mentionner Monsieur Daniel Stanley. En effet, c'est un Français prêté aux États-Unis, Jean-Daniel Stanley, un géologue très bien connu en Méditerranée pour les géologues qui travaillent dans le bassin, dans la région méditerranéenne. C'est avec lui que j'ai travaillé pour plus que 25 ans. D'abord en Égypte, sur le delta du Nil, et puis on a bougé dans la partie centrale du bassin de Méditerranée, et on a commencé avec des études de géarchéologie sur les sites de Calabria, où d'ailleurs je vis et je travaille. On a justement commencé par le site de Caulogne. Donc, Caulogne se trouve jusqu'au fond de l'Italie, en Calabria exactement, donc tout au bout de cette botte allongée en Méditerranée, se trouve sur la côte ionienne. Elle fut fondée par les Achéens au 7e siècle avant Jésus, et au début du 4e siècle fut détruite par Dionysio, le méchant, et qui a déporté les habitants à Locri. Donc, ils ont bougé un peu plus au sud de Caulogne. C'est un autre site magno-grec. Et une cinquantaine d'années après, a été rebâti par une population autochtone, les Bretti, et elle est devenue romaine, a été conquérie par les Romains au début du IIe siècle. Donc, c'est une histoire... Excusez-moi, j'essaie de changer la position. Voilà. OK. Voilà, comme ça, je peux voir l'image et regarder dans la caméra. Donc, le parc archéologique du site de Caulogne se développe sur cette surface de terrasses alluviales faiblement penchées vers la mer et qui passe à la plage à travers une pente. Ici, on voit très bien stabilisée par la végétation. Tout ça me dit que c'est une photo prise il y a au moins 15 ans. Les études archéologiques ont démarré déjà au début du siècle passé, et les structures principales qui se retrouvent sur cette terrasse sont représentées par le temple dorique. En effet, on appelle temple, mais en effet, il ne reste que la base du temple dorique, qui a une longueur de 40 mètres pour une largeur de 20 mètres, constituée par des blocs rectangulaires d'1 mètre de longueur et environ 40-50 cm d'épaisseur. Cette base, telle qu'on la voit, ce temple, tel qu'on le voit, il a été bâti pendant le 5e siècle avant Jésus. Nous avons aussi la maison du dragon, qui prend ce nom d'un mosaïque qui a été découvert juste à l'entrée de la maison, qui représente un dragon.
et qui est devenu le symbole de ce site. Il n'est pas très vieil, disons, mais il a été construit, il a été daté, il remonte à la deuxième moitié du IIIe siècle avant Jésus. Et puis nous avons les terres où récemment, disons 2012, on a retrouvé un sol à mosaïque. Encore une fois, nous avons un dragon représenté associé à des dauphins. Voilà un agrandissement du dragon des terres. Il est plus ancien de celui que je vous ai montré avant. Enfin, vers la limite nord du site, il y a le village San Marco, où on a des vestiges les plus anciens d'âge archaïque. Bien. Deux événements donnent impulsion aux études géologiques du site. D'abord, la découverte de pièces sous-marines à la fin des années 80 et l'accélération de l'érosion côtière qui se fait ressentir à partir de la première décennie des années 2000. La présentation suivra un ordre chronologique et donc, ça sera évident que la collecte de nouvelles données va opérer avec le développement de nouvelles méthodes d'acquisition. Ce n'est pas parce qu'on est particulièrement mieux de ce qui nous a précédés. Et les études géologiques avant la découverte, disons la géologie qui a été faite en détail, est représentée par des prospections archéologiques. C'est la compagnie Lerici qui a fait de petits carottages sur la surface de la terrasse, mais c'était simplement pour sonder et voir s'il y avait quelques structures archéologiques en dessous. Donc, les données géologiques n'ont pas été utilisées pour reconstruire l'évolution du site. Les données que je vous montre sont celles qui dérivent des études géologiques qui commencent après la découverte des pièces archéologiques sous-marines. Et bon, voyons quelques photos de ces pièces. Nous sommes, je vous ai dit, pendant les années 80. Et ici, nous avons une section de colonnes ioniques. Nous avons un bollard entouré par grosses pierres arrondies d'origine fluviale. Et voici un bloc rectangulaire modelé en forme de marche. Ce n'était pas les seuls. En effet, les pièces sont plus que 100, 150, quelque chose comme ça, et elles ont été localisées par les plongeurs, ils ont pris la position, et voilà, elles sont, parce qu'elles sont encore là-bas, la plupart, elles sont répandues sur un secteur assez ample, entre 5 et 7 mètres de profondeur, à une distance de l'actuelle ligne de côte de 100 mètres jusqu'à 300. Il faut dire que à côté de ces gros pièces, il y avait un nombre incroyable de débris de fabrication. Donc, ça suggérait que ces pierres étaient modelées, travaillées, je ne sais pas comment, sculptées, en place par les Grecs. Et donc, ça veut dire que ce secteur était exposé, ne se trouvait pas sous la mer, il était exposé. Les plongeurs, on nous a dit aussi qu'ils ont montré avec des photos que ces pièces étaient posées directement sur une couche cimentée et entourée, comme vous avez vu, de plusieurs grosses pierres. Eh bien, ici, nous sommes aux années 90, excusez-moi. La première hypothèse indique la présence d'un promontoire
un promontoire un peu courbé en forme de crochet qui, à un certain moment, aurait disparu, comment est-ce qu'on dit, sombré, pour une raison probablement liée à quelques phénomènes tectoniques. Alors, c'est à ce moment-là qu'on a démarré, et nous arrivons aux années 2000, début des années 2000. On a démarré avec un relevé sismique. On a fait de la sismique à haute résolution, à réflexion à haute résolution, c'est-à-dire on a utilisé cet instrument, un sub-bottom profiler, qui est tiré par le bateau, et le bateau aurait dû suivre une route bien précise en faisant des lignes parallèles à la ligne des côtes, croisées par des profils, des lignes perpendiculaires. Ça pour croiser plusieurs fois la morphologie, la paléomorphologie hypothisée. Et le but, c'était vraiment celui-là, de vérifier la présence d'une paléomorphologie disparue. Eh bien, le sub-bottom profiler agit soit comme source que comme capteur d'ondes sonores. Les ondes traversent la masse d'eau et pénètrent dans le sédiment du fond, ici jusqu'à une profondeur, en ce cas-là, de 10 mètres plus ou moins, ça dépend de l'énergie utilisée. Et quand les ondes rencontrent une surface de discontinuité, elles sont réflectées. Le résultat final, ce que nous avons à la fin de toutes ces analyses, ce sont des lignes sismiques. Voilà, ici nous voyons la côte où se développe le site. Nous voyons le promontoire hypothisé et toutes ces lignes représentent la route qui est beaucoup moins clair que le dessin que je vous ai montré, est un peu plus confus. Le capitaine était c'était la première fois qu'il tirait un instrument de ce genre. C'était la Coast Guard qui nous a mis le bateau à disposition. Donc, mais déjà, on a obtenu de très beaux profils. Je vous montre le résultat. C'est une sorte de radiographie qui montre ce qu'il y a en dessous du fond. Alors, on voit très bien un réflecteur, on l'appelle réflecteur sismique, qui est continu, couvert par une couche de quelque chose de moins cimenté. Un réflecteur donne l'idée de quelque chose de bien cimenté. Et tandis que le recent cover était représenté par le sable. D'ailleurs, c'est le sable meuble que de temps en temps va encore aujourd'hui à cacher les pièces sous-marines, et de temps en temps, elles sont libérées. Ça dépend des hivers, de l'énergie, de l'environnement et tout ça, et des tempêtes. Bon. Le réflecteur est continu, on ne voit pas ni faille, ni escarpement qui puisse reconduire à une paléomorphologie telle qu'elle a été hypothisée, le promontoire. Aucune trace de ce promontoire. Les lignes sismiques perpendiculaires nous montrent la morphologie de ce réflecteur en allant de la Terre vers la mer. Je vous projette les 5 lignes évidenciées en bleu ici. Et voilà ce qui ressort. Le réflecteur est toujours là, bien évident. Il est penché jusqu'à rejoindre 7 mètres plus ou moins de profondeur. Il devient plat, plus ou moins, et il remonte pour descendre vers la mer ouverte. La seule chose qui change un peu, oui, la morphologie aussi, qui est plus ou moins douce. Donc on ne voit pas, en ce cas-là, dans le sud, on ne voit pas cette sorte de pente. Mais
ce qui change, c'est l'épaisseur du recent cover, du sable qui recouvre le réflecteur. Donc, les pièces sous-marines étaient posées sur ce réflecteur. Alors, on a continué nos études en allant voir qu'est-ce que s'est passé en terre. On a fait deux carottages. Voilà les 2 points où on a prélevé des carottes de longueur de 15-20 mètres. Et la séquence sédimentaire la séquence de lithologie qu'on a trouvée dans la carotte 2, présente une séquence de sédiments non consolidés, sauf qu'ici, où on a reconnu, on l'a appelé sequence, on a un niveau de cailloux assez gros et surmonté par quelque chose de plus cimenté, une sorte de calcarénite. Okay? Donc, on a interprété cette séquence, surtout la partie cimentée, comme une beach rock. Le beach rock, je vous montre 2 photos de beach rock qui sont en formation les Bahamas, mais on le trouve même en Méditerranée. Et dérive de la sémentation précoce des sédiments sableux dans des eaux peu profondes. Alors, si on considère que dans les 2 points où on a prélevé les carottes, à un certain moment s'est déposé la beach rock, s'est formé la beach rock, il y avait la mer là-bas. En plus, qu'est-ce qu'on a dérivé de cette carotte? Les fragments archéologiques, disons, des fragments de poterie et tout ça, sont présents en différents niveaux dans la partie plus élevée, vers le sommet de la carotte, sont concentrés quand même en dessus de ce niveau. Eh bien, on a pensé de faire une corrélation ternaire de ce niveau dans la carotte avec le réflecteur sismique. Vous voyez, c'est quelque chose de bien consolidé. Ça donne l'idée de quelque chose de bien consolidé. On n'avait pas l'échantillon de ce banc, de cette couche, mais c'est évident que c'est quelque chose de bien cimenté. Ici, cassé, c'est une couche assez continue qui est cassée en plaques et vous voyez les cailloux, les grosses pierres tout autour et en dessous. Bien. Alors, tout ça, qu'est-ce que nous permet de faire? De hypothéser la variation de la position de la ligne de côte dans le temps. Alors, voilà les 2 points où on a prélevé les 2 carottes. Ici, c'est la base du temple comme référence. Le schéma en 3 dimensions plus ou moins, n'est pas en échelle, mais les points sont toujours à la même place, hein, les points de référence. Alors, avant la colonisation grecque, nécessairement, la mer était déplacée vers la terre par rapport à la position actuelle. Les pièces sous-marines nous indiquent, et avec tout ce qu'on a dit avant, nous indiquent que pendant la période grecque, ce secteur était exposé, donc la mer a bougé, est descendue, a bougé, s'est déplacée vers l'est, en ce cas, vers la mer, et elle a couvert une distance de presque 500 mètres du niveau que je vous ai présenté avant jusque-là. Et enfin, elle a dû rentrer encore une fois vers la Terre pour arriver à la position actuelle. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Ce qu'on a vu, dérive d'un effet combiné de processus géologiques entre le statisme qui agit au niveau global, mondial, et qui nous dit que pendant l'Holocène, à partir de 11 000 ans, on a la remonte du niveau de la mer et disons à 2500
année était plus ou moins 2 mètres en dessous du niveau actuel. Et donc, on ne peut pas, c'est pas suffisant pour expliquer la présence de ces pièces à 5-7 mètres de profondeur. Mais alors, ce sont d'autres processus qui jouent un rôle important. L'uplift de terre, c'est-à-dire le soulèvement de la partie terre en terre, et en même temps la subsidence du fond marin. C'est pas surprenant ça, surtout ici en Calabre, qui est une région vraiment très active au point de vue sismique malheureusement et tectonique. Donc les géologues nous disent que en ce moment, pendant ces dernières années et centaines d'années, les terres sont en soulèvement dans ce secteur de presque 1 millimètre par an, 0,49 millimètres par an, et la subsidence correspond plus ou moins à cette même valeur, hein, 1 millimètre. Donc, la combinaison de tous ces facteurs a permis le déplacement et la variation de la ligne de côte. Mais alors, si pendant la période grecque, la colonisation grecque, toute cette partie était exposée, il y avait exposé même le réflecteur sismique, la beach rock, disons, et probablement c'est la présence de ce matériau qui a, disons, a forcé un peu les Grecs à choisir cet endroit pour bâtir la colonie. Parce qu'ils avaient un matériau, le beach rock, à disposition, très facilement accessible et utilisable pour bâtir les constructions du site. Voilà, ici c'est le beach rock, c'est une photo sous-marine, ce n'est pas très clair, mais on reconnaît une lamination, une stratification, la même qu'on retrouve dans les blocs qui constituent la base du temple. Donc, ça pourrait être qu'ensemble à d'autres raisons, celle-là pourrait être celle qui a, disons, indiqué aux Grecs que c'était un bon site pour établir la colonie. Eh bien, la première conclusion est arrivée. Et maintenant, on va voir le deuxième moment qui ravive les études géologiques et qui est lié à l'érosion côtière, qui a sans doute beaucoup de côtés négatifs, mais il y a même quelques côtés positifs, au moins pour les géologues. Et des tempêtes vraiment sérieuses qu'on a eues à la fin du 2013 ont mis au jour sur la plage des puits. Ces puits étaient allongés à la base de cette terrasse où vous voyez les vestiges hellénistiques. Bon, les puits ont été fouillés par les archéologues qui ont daté leur âge de démantèlement et ils ont mesuré l'altitude de la base des puits. Très important ces deux données pour la reconstruction que je vous propose maintenant. Les puits traversent le sédiment qu'on a vu même en carotte, qui est composé par ces matériaux alluviaux et termine dans un banc de sable moyen, fin, bien classé. Et le dépôt tout autour présente, les terrains présentent un aquifère homogène en raison de leur perméabilité. Donc, on a pu calculer et mesurer l'inclinaison de la surface piézométrique qui joue un rôle important pour que le puits soit actif. Je vous montre avec un schéma. Voilà la position telle où on les a trouvés, ces puits. C'est un schéma qui n'est pas en échelle, naturellement, mais c'est simplement pour m'expliquer un peu. Alors, ils n'étaient pas actifs parce qu'aucun d'eux arrivait à capter
la surface piézométrique. Ils étaient alignés, vous avez vu, à la base de la falaise, à la base de la terrasse, à une distance plus ou moins de 20 mètres de la ligne de côte. Eh bien, c'est normal qu'ils n'étaient pas actifs en fonction puisqu'ils étaient trop hauts. Alors, il faut penser que le puits, pour être actif, doit être rempli à la base au moins de 1,5 mètre, 2 mètres d'eau. Donc, il doit capter la surface piézométrique qui a sa naturelle terminaison là où, à la ligne de côte. Bon. Considérons un puits avec la base à 2,2 mètres sur l'actuel niveau de la mer. Alors, il est plus haut, donc il faut aussi élever la surface piézométrique pour que le puits puisse être rempli d'eau et la surface piézométrique va terminer plus loin, donc repousse la ligne de côte à une certaine distance du puits. C'est encore plus évident si on considère le puits qui, à la base, à 3 mètres ou presque 3 mètres plus élevé de la ligne de côte. Alors, le discours est toujours le même. La surface piézométrique, pour rendre active le puits, doit terminer encore plus loin que dans le cas précédent. Donc, voilà, nous avons qu'à fur et à mesure qu'on soulève la base du puits, la ligne de côte s'éloigne des puits. Voilà. Alors, voici comment on peut conclure. Aujourd'hui, on les a trouvés dans cette place. Celui-là est un puits qui a été daté, le démantèlement a été daté à la fin du IIIe siècle avant Jésus, et les calculs, ça, ce ne sont pas des calculs par hasard, sont mesurés exactement sur les cartes, repousse la ligne de côte à plus que 170 mètres du puits. Celui-là est un puits du 5e, 4e siècle avant Jésus et repousse la ligne de côte de presque 200 mètres. Donc, ça, au fond, ce n'est que le test décisif de ce qu'on avait déjà hypothisé et bon, on était arrivé à la même conclusion, mais ça représente le côté quantitatif. On peut vraiment dire que c'est pas par hasard que les pièces sous-marines se trouvaient là-bas. Tout ce côté-là était émergé, était exposé. Si on continue avec la érosion côtière, voilà une photo prise en juin 2004. On voit la pente, voilà la limite de la terrasse alluviale, et on voit très bien que la pente était bien stabilisée par la végétation. 10 ans après, printemps 2014, voilà la situation. Ça, ce n'est pas une photo, c'est un modèle, c'est une image. On parlera tout de suite après. Et déjà ici, on soupçonne qu'en dessous de la limite, il n'y a plus une pente faible, hein, mais la pente est devenue raide. Elle est complètement sans végétation, sauf que là où on a eu des faillites d'en haut. OK? Eh bien, déjà, ça nous dit que vraiment, l'érosion a commencé à ce moment-là à être vraiment sérieuse. On a même perdu quelques parties du site. On verra après dans une photo la partie sacrée, hein, du site. Et en prévision de la mise en place de structures à protection de la falaise, parce que maintenant on parle de falaise, entre nous on a toujours indiqué cet escarpement comme falaise, et on a démarré un relevé avec les drones, avec le but de fixer, de constituer une sorte d'archivage des données, surtout sur la
pour la partie concernant la stratigraphie de la falaise. On a utilisé deux instruments, deux drones différents. Le premier pour le relevé du site archéologique, de la surface, et le deuxième pour le relevé de l'escarpement d'érosion. La résolution à terre est toujours très, très élevée, surtout dans celui utilisé pour la stratigraphie, pour l'étude de la falaise. Le traitement des données a été fait avec deux softwares différents pour obtenir des différents résultats. Alors, avec le relevé de 2014, vous voyez, on voit ici ce qu'on a obtenu, un modèle cartographique en 3 dimensions. Et très précis, je vous rappelle la précision de 3-4 cm par pixel à terre. Et sur ce modèle, on a pu rédiger des cartes géologiques avec l'indication des lithologies, les conglomérats quaternaires présents sur les parties les plus élevées de la région, de ce secteur, qui sont posés sur des argiles et des siltes pliocènes, plus en bas, dans la plaine, les dépôts éluvio-colluviaux et les dépôts alluviaux. On a aussi préparé une carte géomorphologique en mettant en évidence les glissements de terre, les morphologies liées à l'érosion fluviale, ça c'est un petit escarpement, et l'érosion naturellement marine. Les modèles numériques du terrain ont restitué ces images. Ce n'est pas la photo, c'est un nuage de points et dans l'espace. Donc, le mérite de ce modèle, c'est qu'on le peut bouger dans l'espace pour mettre en évidence les parties qui nous intéressent le plus. Par exemple, ici, vous voyez la base du temple, les thermes. Voilà la falaise que maintenant on comprend qui est vraiment beaucoup plus raide et non plus stabilisée. Voilà déjà une première protection qui a été mise à défense de la côte, mais c'était déjà trop tard parce qu'une partie du secteur de la zone sacrée est allée à la mer. Bon, ça c'est le temple. Donc, vraiment, il n'y a que quelques mètres de distance de la falaise jusqu'à la base du temple. C'est une situation vraiment difficile, ok? Et pour vous montrer une autre image, voilà l'escarpement d'érosion fluviale qui délimite la partie nord du site. Avec le relevé de 2015, on s'est concentré sur la stratigraphie de la falaise. Alors, les données, on a mis ensemble un vidéo qui nous permet de suivre la stratigraphie de la falaise au long de la falaise même. À partir du côté de la limite sud, ici c'est la base, nous avons la base du temple, et on peut bouger et voir en continu la falaise. On peut arrêter le vidéo où on désire. Et ici, on est juste devant les thermes. Et on voit déjà une différence des différentes couches avec, ici, on les dénoté par une différence de couleur. Hein, mais on peut suivre la stratigraphie comme jamais on a pu faire avant. En plus, ici, il y a le bunker qui, une fois était en terre, maintenant, il est parti, il est tombé et il est allé à la mer par érosion. Et on remonte pour 400, presque 500 mètres et on arrête à la limite nord du site, là où il y a le village San Marco. Bon, le mérite de ce travail, c'est d'avoir vraiment constitué un archivage de
des données de la stratigraphie et à, disons, libérer les études de la stratigraphie du problème d'érosion. On peut n'importe quand on veut rentrer sur ces images, sur ces photos, ce sont des orthophotos dans ce cas, et voir avec des agrandissements la situation des différentes parties de la falaise. Maintenant, je vous montre la photo. Voilà une vue d'ensemble de la falaise. Naturellement, elle est beaucoup plus petite ici, mais on va considérer deux agrandissements dans le secteur au sud, vers le sud. Voilà ce qui se passe. Nous avons des couches différentes, je vous avais déjà dit avant, et on a évidencié en rouge les structures hellénistiques. Et on appelle ça, cette partie-là, comme on l'indique, comme le niveau hellénistique, qui se développe au sommet d'une couche beaucoup plus épaisse de sédiments mis en place par des événements alluviaux catastrophiques. OK? Je ne sais pas comment dire en français. Mais si on continue vers le nord, voilà le deuxième secteur où ce niveau hellénistique est beaucoup plus continu. Et il faut dire aussi qu'on n'a quand même pas négligé la normale méthode de relève des géologues, c'est-à-dire aller avec le marteau sur l'affleurement. Et on a fait ça, ce travail, avec le but de trouver la base de cette séquence qui est très mal exposée. On l'a trouvée juste ici, ça fait 70 cm de sédiments, de couches de sédiments. Et Maurizio Sonnino reconnaîtra ici son sac, c'est lui qui m'a aidé dans cette partie. Et les sédiments montrent qu'on passe d'un sédiment très fin de la vase de silt à du sable avec stratification, avec lamination croisée. Et de plus en plus qu'on remonte, le sable devient grossier. Et à la fin, nous avons un niveau qui est complètement remanié par l'activité des organismes, probablement des crustacés qui vivaient dans ce sable, parce que l'environnement de déposition, c'est l'environnement marin. Mais de plus en plus, à fur et à mesure qu'on bouge ici vers le sommet, la profondeur de la mer diminue. Une autre chose intéressante qu'on a trouvée, ah oui, voilà, pardon, j'avais évidencié les traces de l'activité des animaux, hein, des crustacés, des invertébrés. Dans la partie, ici, à la moitié plus ou moins de cette falaise, on a trouvé 1,5 mètre en dessous du niveau hellénistique, signalé par ces pierres-là, ces pièces-là. On a trouvé des fragments d'origine anthropique qui ont été reprises et redéposées pendant un événement alluvial catastrophique, mais qui indiquent la présence d'un premier, comment dirais-je, d'une première colonisation bien précédente celle hellénistique, de la période hellénistique. Bon, on a même considéré au point de vue pédologique la séquence sédimentaire et l'étude des sols sont indiquées par des différentes couches qui changent en couleur, disons surtout, on reconnaît un degré différent d'altération. Et dans le complexe, disons que les études pédologiques nous disent que d'un certain moment, d'ici plus ou moins, il y a une stabilité géomorphologique, donc un changement probablement de climat.
après une phase d'instabilité avec la mise en place de tous ces événements catastrophiques alluviales, bon, on va vers la stabilité géomorphologique et c'est là où se développent, sont concentrées, disons, les structures archéologiques, le niveau hellénistique. La séquence sédimentaire termine avec des sables d'origine éolienne, ce sont des dunes avec une granulo composée par un sable moyen gros. Mais c'est la partie mise en place par le vent qui termine la séquence sédimentaire de la falaise. Alors, quel était le paysage, quelle était la surface de la terrasse quand les Grecs étaient là? Et alors, on part de la photo d'ensemble et on doit imaginer d'enlever tout ce que s'est déposé après le niveau hellénistique. Et voilà ce qui ressort, c'est une reconstruction. Les parties en rouge sont les structures archéologiques. Nous avons une surface avec deux dépressions, je ne savais pas comment les appeler, sillons, dépression. Bon, une ample dépression dans la partie sud et quelque chose de moins marqué dans la partie nord. Et entre ces deux dépressions, il y avait un autre morphologique. C'est pas donc la dépression la plus marquée et correspond à l'endroit où les terres ont été bâties, construites. Et ce n'est pas par hasard, parce que la surface, la dépression facilite le découlement de l'eau, des eaux superficielles. Donc, aller alimenter les piscines ou toutes les structures qu'ils avaient dans les terres. Alors, d'un côté, nous avons cette perspective de penser, d'imaginer la surface de la terrasse. Et de l'autre côté, je vous montre encore la reconstruction de ce que, en 3D, plus ou moins, de ce qui devait être le secteur côtier de Kaulonia. Donc, vous voyez que la base du temple était beaucoup plus loin de ce qu'elle est aujourd'hui. Et on peut, avec un peu d'effort, on peut imaginer au fond ce que c'était le paysage, quel était le paysage dont vraiment les Grecs jouissaient pendant qu'ils étaient là, pendant la colonisation. Donc, enfin, je peux dire que les études géologiques basées sur les méthodologies quantitatives ont contribué à la reconstruction de l'évolution géomorphologique du site. On a parlé de variation de la ligne de côte, on a parlé de la variation du fond marin, on produit des modèles cartographiques et numériques à haute résolution avec une précision centimétrique et ils ont amené à l'interprétation géologique de la stratigraphie et enfin ont expliqué la présence des pièces archéologiques sous-marines ainsi que la raison pour laquelle une des raisons pour laquelle les Grecs ont choisi ce site, cet endroit, pour fonder leur site, le site de Kaulonia. C'est tout et je vous remercie.